le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Renaud Gaucher. Renaud est expert de la science du bonheur et des applications aux entreprises, à l'économie et aux politiques publiques. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Julien. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on est à 30 km de Bordeaux. Oui. L'idée, c'est de parler du bonheur. Donc, comme tu le sais, on est en train de réaliser un documentaire qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?», qui m'amène déjà à faire plus de 200 000 km autour de la planète pour rencontrer des gens comme toi, passionnants, et qui se passionnent de cette question. Donc, je vais te poser la question. C'est quoi le bonheur pour toi, Renaud ? Alors moi, j'ai pas une réponse personnelle. C'est-à-dire que je suis chercheur et consultant sur des questions de sciences du bonheur et d'application aux entreprises, à l'économie et aux politiques publiques. Et donc, j'ai une conception scientifique des choses, c'est-à-dire que dans la recherche scientifique, on essaie de se mettre sur les épaules des géants, ceux qui ont fait avancer la recherche de manière considérable, et on essaie de voir le monde à partir de ces épaules-là. Et donc, je vais citer deux chercheurs. D'abord, Ruud Veenhoven, qui est mon mentor, et puis Daniel Kahneman. Alors, Ruud Veenhoven, pour lui, le bonheur, c'est un jugement positif ou négatif sur sa propre vie, avec tous les éléments que l'on a à disposition. C'est un jugement d'ensemble, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas de manière séparée le travail, la famille, la santé. C'est subjectif, c'est individuel, c'est sur soi, pas sur les autres, sur soi. C'est la définition de Ruud Veenhoven, et il explique que le bonheur a deux composantes. Une composante affective, qui est le niveau hédonique des affectifs, des affects, et une composante ce niveau affectif, c'est en gros, on regarde la tonalité affective qu'a eu notre vie, est-ce qu'elle était plutôt positive, plutôt négative. Et puis, il y a une deuxième composante, qui est une composante cognitive, qui est le contentement. Le contentement, c'est à quel point ce que l'on souhaite de notre vie rencontre ce que l'on a. Donc ça, c'est la perspective de Ruud Veenhoven, et qui, si je la cite, parce qu'il y a beaucoup d'autres chercheurs, il y a d'autres définitions. Si je cite cette approche-là, c'est parce que je la considère en tant que chercheur comme pertinente. Et Daniel Kahneman a apporté quelque chose qui est pour moi très très important, c'est que Daniel Kahneman, c'est un psychologue qui a reçu quelque chose de rare pour un psychologue, qui est le prix Nobel d'économie pour ses travaux sur la finance comportementale. Mais c'est pas son travail sur la finance comportementale qui moi m'intéresse en tant que chercheur. C'est son travail sur la définition et la mesure du bonheur. Et lui, il explique qu'il y a une différence entre le bonheur tel qu'on le vit sur le moment et le bonheur tel qu'on s'en souvient. Et il explique, alors lui, il n'utilise pas le mot de bonheur, il utilise le mot d'utilité, qui est un concept qui est utilisé en économie et qui vient notamment d'un philosophe anglais du XVIIIe siècle qui s'appelle Jeremy Bentham, qui définissait l'utilité comme un flux de plaisir et de peine. Et pour Kahneman, l'utilité, en fait, c'est un flux d'émotions positives et négatives. Et donc, il considère que, ce flux-là, lorsqu'on le vit et lorsqu'on s'en souvient, c'est pas tout à fait la même chose. Et il montre qu'il y a en fait des biais au niveau de la mémoire, c'est-à-dire que se souvenir finalement, c'est utiliser sa mémoire. Il montre qu'il y a des biais au niveau de la mémoire et que ces biais
biaise le regard que l'on a sur ce qu'on a vécu. Et alors, ces biais sont notamment de trois sortes. Il y a tout d'abord le poids donné, un surpoids donné aux événements récents. C'est-à-dire que si on a vécu quelque chose de très positif récemment, eh bien, lorsqu'on va évaluer le bonheur qu'on a eu sur toute notre vie ou sur simplement une année, eh bien, ça va avoir tendance à faire en sorte qu'on ait une surévaluation de ce qu'on a réellement vécu. Et puis, il y a aussi les événements émotionnellement forts, en positif ou négatif. C'est un autre biais. C'est-à-dire que si on a vécu des événements forts positifs, ça va avoir tendance à colorer le jugement qu'on va avoir sur sa vie. Si on a vécu des événements forts négatifs, ça va colorer, mais dans l'autre sens. Donc, ce sont deux des biais dont parle Kahneman, et puis il y en a un troisième qui est lié à ces deux biais, qui est ce qu'il appelle la négligence de la durée. Alors, je traduis en français, parce que Kahneman est américain. La négligence de la durée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on prend en considération le bonheur que l'on a vécu, c'est-à-dire que lorsqu'on se souvient, eh bien, la plupart des moments qu'on a vécu, on n'en tient pas compte. On fait pas l'addition de chaque petit moment qu'on a vécu. On fait pas la moyenne de chaque petit moment qu'on a vécu. Il y a des moments qui sont mis en avant, qui sont utilisés, qui sont les moments dont j'ai parlé avant, et puis la plupart des moments que l'on vit, eh bien, on s'en souvient pas et n'influence pas notre perception du bonheur, n'influence pas le jugement que l'on a après coup sur le bonheur qu'on a eu. Donc ça, c'est l'apport de Kahneman, et c'est pour moi un apport extrêmement important, c'est-à-dire que tu posais la question au départ de quelle est ma définition, moi, du bonheur. C'est une définition qui est très, très orientée par ce que j'ai pu lire en tant que chercheur. Et pour moi, le bonheur, c'est un flux d'émotions, un flux quasi continu, parce que lorsqu'on dort, lorsqu'on n'est pas dans la phase de sommeil paradoxal, le cerveau, on est déconnecté, la conscience est déconnectée du cerveau. Donc c'est un flux quasi continu d'émotions positives et négatives. Et donc être plus heureux, c'est vivre un peu plus d'émotions positives et vivre un peu moins d'émotions négatives. Il y a une dernière chose que je voudrais rajouter sur le bonheur. On peut penser que le bonheur a une dimension. Là, je parlais de choses subjectives finalement. Les émotions, ce qu'on ressent, on est sur du subjectif. Il y a une dimension. On pourrait rajouter une dimension totalement objective au bonheur, qui est la durée de vie. La durée de vie, c'est quelque chose dont parle Ruud-Veenhoven dans un article de 1996. Alors, je vais peut-être essayer de pas commencer à donner les références des articles, parce que sinon c'est peut-être pas forcément bon pour ce type de vidéo. C'est dans ce papier, il explique l'importance de la durée de vie. Je vais essayer de l'expliquer avec un petit modèle très simple. Imaginons deux personnes qui sont pareilles en termes de bonheur, sauf un élément. Alors pareil en termes de bonheur, ça veut dire qu'elles ont le même, elles vivent pendant toute leur vie, elles vivent un niveau stable de bonheur. Bon, c'est une hypothèse très irréelle, mais ça permet de bien comprendre la suite. Donc un niveau stable de bonheur pendant toute leur vie, le même niveau. Ces deux personnes-là ont le même niveau de bonheur pendant toute leur vie, sauf qu'il y en a une qui vit 40 ans et l'autre qui vit 80 ans. Et donc, si on regarde le bonheur comme ça, on peut dire que finalement, il y en a une qui aura vécu 2 fois plus de bonheur que l'autre, et ça nous fait entrer à travers cette dimension objective, sur des questions notamment de politique publique, et notamment du fait d'orienter des dépenses publiques vers le fait de réduire vers la réduction des morts précoces, c'est-à-dire finalement dépenser de l'argent pour qu'il y ait moins de bébés, d'enfants qui meurent, notamment dans des accidents domestiques, qu'il y ait moins de jeunes qui meurent dans des accidents de la route ou dans des tentatives de suicide. Donc voilà, c'est au final, c'était peut-être un petit peu long, mais c'est la façon dont je pense le bonheur.
voilà, avec quelque chose de très scientifique, mais avec aussi quand même des choix, parce que il y a plein de chercheurs que j'ai pas cités, et parce que je considère que ils sont beaucoup moins pertinents que ceux qu'ont apporté Ruud Veenhoven et Daniel Kahneman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bonheur, c'est subjectif? Oui. Totalement subjectif? Alors, il y a cette dimension objective-là, que personnellement je rajouterais, c'est-à-dire la durée de vie, mais sinon pour le reste, c'est quelque chose de purement subjectif, c'est-à-dire que le meilleur connaisseur, celui qui de son bonheur, c'est soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on est le meilleur connaisseur de son bonheur au niveau conceptuel. Ça veut dire que lorsque un chercheur veut connaître votre bonheur, la meilleure façon qu'il a de le connaître, c'est aujourd'hui en tout cas, c'est de vous interroger vous et de vous demander, par exemple, sur une échelle de 1 à 7, à quel point vous sentez-vous heureux, 1 étant le minimum, 7 le maximum. Je crois que c'est la meilleure façon d'évaluer le bonheur, c'est de la quantifier, de mettre des notes sur un instant où, imaginons, tu as passé une nuit horrible, tu t'es réveillé le matin, ta femme, elle n'était pas contente, et tes enfants, ils n'en pouvaient plus, etc. Tu arrives pour faire le test, on te demande si tu es heureux. Bon, a priori, je pense que tu es un peu influencé sur ce que tu as vécu. Oui, alors effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les événements récents et les événements émotionnellement forts ont une influence. Mais quantifier le bonheur, c'est quelque chose d'important. Alors d'abord, c'est quelque chose qui peut sembler bizarre, mais en psychologie, une des bases de la psychologie, c'est un des domaines de la psychologie, c'est ce qu'on appelle la psychométrie, et c'est d'essayer de mesurer tous les phénomènes psychologiques. Mesurer, ça ne veut pas dire qu'on mesure parfaitement. Ça veut dire que on essaie de mesurer du mieux qu'on peut, et en mesurant, on obtient des connaissances qui sont de meilleure qualité que si on ne mesure pas. Et je vais donner juste un exemple. Tout à l'heure, je parlais de Daniel Kahneman, de la différence entre le bonheur tel qu'on le vit et le bonheur tel qu'on s'en souvient. Peut-être que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, si tu fais un entretien comme ça avec n'importe qui, des gens qui sont pas des spécialistes de la question, ils feront la différence entre le bonheur tel qu'on le vit et le bonheur tel qu'on s'en souvient. Mais aujourd'hui, sur les centaines, milliers de vidéos que tu as faites, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui t'aient parlé de ça. Et cette idée-là, cette distinction-là, elle sort de la recherche scientifique, elle sort d'une recherche scientifique quantifiée, parce que pour pouvoir dire qu'il y a une différence entre le bonheur tel qu'on le vit et le bonheur tel qu'on s'en souvient, eh bien, il a fallu faire des expériences scientifiques et s'apercevoir finalement il peut y avoir une différence qui est significative entre les deux. Donc, je conçois tout à fait qu'une approche quantitative sur le bonheur soit problématique. Je conçois encore plus qu'une mesure à un item et une dimension comme je viens de la donner, c'est une mesure qui peut sembler, très courte, mais par exemple, Kahneman et des collègues à lui ont développé dans son approche, son modèle s'appelle Objective Happiness. Ils ont développé une mesure pour mesurer le bonheur sur une journée. Donc, on va poser des questions sur une journée à des personnes. Le temps de réponse au questionnaire, c'est 45 à 75 minutes, si je me souviens bien. Donc, pour évaluer l'évolution du niveau de bonheur sur la journée, ça prend 45 à 75 minutes de questions. Donc, on arrive à quelque chose qui est plus fin. On n'arrive pas à quelque chose qui soit... On n'est pas sur du parfait. C'est-à-dire que c'est vrai que souvent, lorsqu'on parle de mesure, les gens attendent que le résultat soit parfait, que la mesure rende parfaitement compte du phénomène. Mais ça ne rend jamais parfaitement compte du phénomène. Simplement, on a une meilleure image du phénomène que si
on ne mesure pas. Ça veut dire que tous les scientifiques sont d'accord sur le sujet ou ça se bagarre un petit peu? Alors, il y a des chercheurs qui te diront que ils veulent être uniquement dans une approche qualitative, c'est-à-dire qu'on demande aux gens, on fait des entretiens avec eux et on reste dans du quali. Je pense quand même que lorsqu'on fait du quali, à un moment, on peut faire un petit peu de stats, mais pas forcément des stats très poussés. Simplement, sur la recherche de pointe, sur le bonheur, c'est de la recherche quanti. Même si, lorsqu'on fait de la recherche quanti, il y a une quantitative, il y a au départ une réflexion qui est forcément qualitative, c'est-à-dire moi la définition du bonheur que j'ai donnée, c'est une approche qui est une approche hédoniste, c'est-à-dire on regarde, c'est le bonheur comme plaisir. Il y a une autre approche qui est l'approche eudémonique, qui est le bonheur comme fonctionnement optimal. Il peut y avoir des choix qui peuvent être faits. Est-ce qu'on prend telle ou telle approche? Pourquoi? Pourquoi on va utiliser peut-être des études quantitatives pour expliquer qu'on va prendre plutôt telle ou telle approche, mais au final, il peut y avoir quand même il y a des choix. Il y a des choix qui sont faits. Il y a des choix effectivement qui sont qualitatifs. Mais la meilleure recherche au niveau mondial, c'est de la recherche quantitative. Celle qui apporte le plus de connaissances, c'est l'approche quantitative. Et tout le monde est d'accord là-dessus? Les plus grands chercheurs, oui. Après, ceux qui ne sont, les chercheurs qui pourraient ne pas être d'accord sur ça, font sans doute pas partie des très grands chercheurs. Lorsqu'on regarde les études des très grands noms, ce sont systématiquement ou quasi systématiquement des études avec du quanti. D'accord. Ou des revues de littérature sur du quanti. D'accord. Mais est-ce que la meilleure façon d'évaluer le bonheur, est-ce que ce serait pas de l'expérimenter? Alors, est-ce que tu peux répéter la question? La meilleure façon d'évaluer le bonheur, est-ce que ça serait pas d'expérimenter le bonheur? On l'expérimente. Et les questions qui sont posées, c'est sur ce qu'on a vécu. Donc finalement, on mesure que ce que les gens ont vécu. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que vous, en tant que chercheur et scientifique, vous êtes dans cette expérimentation à titre personnel de tendre vers le bonheur? Ok. En fait, pour moi, maximiser mon bonheur n'est pas un but dans ma vie. Je cherche pas à maximiser mon bonheur, c'est juste un repère. C'est un repère pour prendre des décisions. C'est-à-dire que ça m'est arrivé très souvent de sacrifier du bonheur pour réaliser des choses qui étaient importantes pour moi, mais qui n'ont pas maximisé mes émotions positives et qui n'ont pas minimisé mes émotions négatives. Donc, excuse-moi, il faudrait mettre une définition à sacrifier du bonheur. C'est quoi sacrifier du bonheur? Sacrifier du bonheur, c'est lorsque je prends une décision, je prends des fois des décisions en sachant que je vais vivre. Je peux avoir plusieurs chemins, plusieurs possibilités, plusieurs options, et je ne prends pas l'option qui, selon moi, me garantit le plus d'émotions positives et le moins d'émotions négatives. D'accord. C'est-à-dire que je peux prendre des options où je vais vivre moins d'émotions positives que dans d'autres options, et plus d'émotions négatives. Donc là, je fais un sacrifice en termes de bonheur. D'accord, donc ce qui veut dire que toi, à titre personnel, t'es pas dans l'expérimentation du bonheur. Ah, c'est pas ça. Je ne suis pas dans la maximisation. C'est-à-dire que, par contre, j'ai pas envie d'être super malheureux. J'ai pas envie d'être malheureux. Mais le but, c'est pas d'être le plus heureux possible. Le but, des fois, c'est de se dire, voilà, j'ai envie de faire des choses qui ont du sens pour moi, mais qui vont pas m'apporter le plus grand bonheur. Et j'utilisais, pour essayer d'aller un petit peu plus loin, une matrice qu'a développée Ruud-Veenhoven, qui est la matrice des 4 qualités de vie. Et dans cette matrice-là, il fait notamment la différence entre l'appréciation de la vie, la satisfaction de la vie, le bonheur, et qui est une satisfaction parmi d'autres dans la vie pour Ruud. Et d'un autre côté, il fait la différence avec l'utilité de la vie. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'utilité sociale de la vie. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses utiles qui vont nous rendre moins heureux
que de faire des choses et puis d'un autre côté, on peut faire des choses qui sont pas très utiles, mais qui vont nous rendre plus heureux. Et ça m'est arrivé souvent de faire un arbitrage pour aller vers des choses qui me semblent utiles socialement, mais qui me rendent pas le plus heureux. C'est intéressant, quoi. Est-ce que les chercheurs dont tu fais partie ont découvert des outils qui permettraient à la population de tendre vers le bonheur ? Alors, tu veux dire des moyens, des déterminants ? Oui. Alors, sur les déterminants, il y a deux choses. Habituellement, lorsqu'on parle de déterminants, on s'intéresse aux déterminants individuels. Et effectivement, la manière dont tu poses la question, on tend, il y a une petite tentation à aller vers les déterminants individuels, c'est-à-dire, par exemple, après, si la question c'est comment on peut améliorer son bonheur, à titre individuel, je vais donner quelques exemples. Il y a se donner des buts autoconcordants, c'est-à-dire des buts en accord avec ses valeurs. Exemple, vous voulez faire des choses utiles socialement et vous devenez trader pour faire de la finance de casino, vous avez peut-être loupé quelque chose. A contrario, vous adorez faire de l'argent et vous faites prof. Vous avez peut-être loupé quelque chose ou chercheur. Vous avez peut-être loupé quelque chose dans votre vie. Donc, se donner des buts autoconcordants, développer ses compétences sociales, parce que la relation aux autres est importante dans le bonheur à tous les niveaux, que ce soit au niveau du couple, des amis, des relations ou des gens qu'on connaît pas, qu'on croise. Ça peut être aussi faire le bien. On s'est aperçu on fait de la recherche pour faire la distinction entre les gens heureux et les gens très heureux. Et on s'est aperçu qu'une des caractéristiques des gens très heureux, en tout cas dans certains articles, c'est que ils sont des gens très gentils. Alors, être très gentil ne garantit pas d'être très heureux. Mais en règle générale, pour être très heureux, il vaut mieux être quelqu'un de très gentil. De la même manière, avoir de très fortes compétences sociales ne garantit pas d'être très heureux, mais pour être très heureux, il vaut mieux avoir de très fortes compétences sociales. Autre élément, là on va dans quelque chose d'un petit peu différent, qui est en relation avec l'approche de Kahneman, qui donne beaucoup d'importance au temps. Il vaut mieux l'abondance en temps que l'abondance en richesse. C'est-à-dire que si par exemple vous pouvez vous permettre de gagner 300 ou 400 euros de moins parce que vous avez des besoins qui font que vous n'avez pas besoin de ce surplus, ou parce que vous réduisez vos besoins, eh bien ça peut être une bonne chose, parce que vous allez avoir besoin de travailler moins, donc vous allez pouvoir demander à votre patron, ou même vous-même décider de trouver une solution pour travailler moins, et donc vous pourrez passer plus de temps sur des choses qui vous intéressent plus, sauf si votre passion c'est votre travail. Mais avec là quand même ça me fait penser au travail de Valéran, qui fait la différence entre la passion harmonieuse au travail et la passion obsessive au travail. C'est-à-dire que la passion au travail peut dans certaines situations être problématique. Donc là, l'abondance en temps plutôt que l'abondance en richesse, c'est quelque chose qui pour moi est très important, parce qu'à titre personnel, et je pense aussi ça devrait être important en termes de politique publique. Tout simplement parce que là, on est dans l'apport de Kahneman, c'est-à-dire que cette différence entre le bonheur tel qu'on s'en souvient et le bonheur tel qu'on le vit. Et lorsqu'on mesure le bonheur tel qu'on le vit, plutôt que le bonheur tel qu'on s'en souvient, on s'aperçoit qu'il y a des activités qui favorisent fortement le niveau de bonheur, et d'autres activités qui favorisent pas fortement le niveau de bonheur. Alors, parmi les activités qui favorisent pas fortement, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la recherche scientifique, on fonctionne sur des masses. C'est-à-dire que c'est pas ce qui est vrai pour un groupe n'est pas forcément vrai pour une personne. C'est vrai globalement, en moyenne, sur une masse. Et on s'est aperçu que les moments de la journée qui sont les moins heureux, c'est notamment le commuting, c'est-à-dire les trajets pour aller au boulot, et le boulot.
Et on s'aperçoit dans un pays comme la France qu'il y a d'un côté des gens qui sont pressurés au travail, qui en demandent beaucoup, avec en plus une culture où il faut rester tard le soir, ce qui n'est pas forcément la culture dans d'autres pays, que ce soit par exemple aux Pays-Bas, comme je parlais de Ruud Vinoven, qui est néerlandais, ou dans les pays nordiques. Et d'un autre côté, on a beaucoup de chômeurs. Et en termes d'usage du temps, et de la conséquence que ça a sur le bonheur, c'est une façon de voir les choses qui est très problématique. Très problématique parce que d'un côté, vous avez des gens qui travaillent beaucoup et qui, finalement, en moyenne, aiment pas forcément, prennent pas tant de plaisir que ça au travail, ne vivent pas tant d'émotions positives que ça au travail, et tendent à vivre pas mal d'émotions négatives aussi au travail, et donc finalement, si elle travaillait moins, elle pourrait être plus heureuse. Et puis vous avez à côté des gens qui sont au chômage, donc on pourrait dire les chômeurs, ils ont beaucoup de temps, donc ils doivent être très très heureux. Ouais, mais c'est un temps particulier, c'est un temps dans une condition particulière qui est celle de chômeur. C'est dans un temps où on est finalement d'une certaine manière exclu de la société, exclu en tout cas de la sphère productive. Mais la sphère productive, ça va bien au-delà simplement de la production. Et il y a des études en économie du bonheur, qui est une branche particulière d'économie qui essaie de faire le lien entre la science du bonheur et l'économie. Et il y a des études qui montrent que tomber dans le chômage, c'est un destructeur de bonheur considérable pour soi. On s'est aperçu que ça pouvait être pire qu'un divorce ou qu'un deuil. Ça dure pour soi-même, ça peut durer aussi même lorsqu'on retrouve un travail, c'est-à-dire que la baisse de bonheur continue même après avoir trouvé un travail. Et c'est extrêmement dur aussi pour, ça peut être extrêmement, il y a une influence aussi pour les gens qui sont autour. Donc là, on voit que lorsque vous avez dans un pays d'un côté beaucoup de chômeurs, et de l'autre des gens qui sont pressurés, à qui on demande beaucoup d'heures de travail, notamment chez les cadres, on peut se poser la question des politiques publiques et des hommes politiques qui expliquent que il faut travailler pour gagner plus, il faut qui expliquent que la réduction du temps de travail n'est pas une solution. Alors qu'il y a quand même quelques études au niveau économique qui ont montré que la réduction du temps de travail, ça avait été sans doute un des moyens, voire même le moyen qui a permis le plus de réduire le chômage en France. Donc désolé pour les hommes politiques qui racontent le contraire sans trop regarder la recherche scientifique. Donc voilà. Donc c'est la question de l'abondance en temps et de l'abondance en richesse. C'est quelque chose d'important lorsqu'on est dans la perspective de Kahneman, où on regarde vraiment le bonheur moment par moment, comment les émotions évoluent, et là on s'aperçoit effectivement qu'à partir du moment où on a une base pour vivre en termes de richesse, c'est pas mal de travailler moins, ou en tout cas lorsque le travail n'est pas une passion. Pardon, c'est pas mal de travailler moins. Voilà. Ça me fait penser à... Oui. Je veux juste rajouter une chose, parce qu'en toussant, j'ai oublié, voilà. Il y a des gens qui choisissent un truc qui s'appelle la simplicité volontaire. Simplicité volontaire, c'est je réduis mes besoins, donc j'ai besoin finalement de moins d'argent, donc j'ai besoin peut-être de moins travailler, donc je travaille moins. Et on s'est aperçu que les gens qui entrent dans la simplicité volontaire deviennent plus heureux. Alors ça ne veut pas dire que c'est un chemin pour tout le monde, parce que on a toujours la question de est-ce que je suis en accord avec mes valeurs. C'est les gens qui entrent dans la simplicité volontaire le font parce qu'ils sont en accord avec certaines valeurs, mais on s'aperçoit finalement que on peut être plus heureux en étant moins riche. Simplicité volontaire, c'est pareil que la sobriété heureuse ? Oui. Alors simplement sobriété heureuse, c'est Pierre Rabhi, il me semble. Simplicité volontaire, c'est plutôt le terme qui est l'expression qui est utilisée dans les études scientifiques. Mais effectivement, sobriété heureuse, ça veut dire effectivement que parce qu'on est sobre, on est heureux. Simplicité volontaire, il n'y a pas ce jugement que parce qu'on va entrer dans la simplicité volontaire, on va être forcément heureux. Simplement, lorsqu'on a fait des études, on s'est aperçu que les gens qui rentrent dans la simplicité volontaire, une des conséquences, c'est qu'ils sont en règle générale, on fonctionne sur des masses, ils sont plus heureux.
Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»